Hello, hello! Nous sommes là pour continuer la suite de notre roman Ewi Anka. Lors du chapitre précédent, nous avons vu que Anka, venant du travail, ne s'était pas bien senti et était entré dans la chambre se reposer. Lorsque sa femme est rentrée derrière lui, elle a constaté que Anka était enflé. Il avait tellement enflé qu'on n'arrivait même plus à percevoir ses yeux. Et elle a dû le conduire à l'hôpital. Et arrivé là-bas, ils ont découvert, les médecins étaient vraiment surpris de voir cela. C'était un phénomène pour eux vraiment qui les dépassait. Ils n'avaient jamais vu cela. Et ils ont même conseillé sa femme et son frère Joseph de le raccompagner au village et de le soigner de façon traditionnelle. Chose qu'ils ont fait. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est. Nous continuons avec le chapitre 7. On s'était de nouveau mis en route. Les parents maternels d'Anka, après discussion avec la famille paternelle de ce dernier, avaient décidé d'envoyer leur fils à Topoadia, un village hébreu situé sur la route de Dabou. Becker et Djeker devaient, en plus de l'oncle Ankadje et de Joseph, y accompagner le malade. Comme le mardi et le mercredi étaient jours de travail pour le guérisseur de ce village, cela avait laissé aux femmes le temps de prendre leur disposition pour le voyage. Becker, qui avait en réserve une grande quantité de poissons fumés, n'eut plus qu'à trouver de la tiéké et autres ingrédients. Tante Waon, toujours pleine de bonne volonté, avait apporté ce qui manquait. Elle était bien peinée de n'avoir pas été déléguée pour faire partie du voyage. La 504 Bruck s'arrêta à l'ombre d'un grand arbre. L'oncle Ankadje descendit le premier et entra dans la cour qu'on lui avait indiquée. Il y avait foule. Tous les bancs étaient occupés, il y avait même des gens assis par terre. Ankadje les salua et demanda à voir Noé le guérisseur. Un homme de petite taille et au teint très foncé lui répondit que Noé était occupé, mais que lui était l'adjoint du guérisseur. Ce disant, il prit Ankadje par le bras et l'entraîna à l'écart. Après un bref aparté, Abraham, l'adjoint de Noé, désigna 2 hommes assis en retrait de la foule et leur demanda de le suivre. Abraham et ses aides suivirent Ankadje jusqu'à la voiture. Abraham ouvrit la portière et ne put retenir une exclamation. Il s'attendait à tout sauf à ce spectacle. Il fit signe à ses hommes d'approcher. Joseph fit descendre les 2 femmes et aida à transporter Anka. Déviant l'entrée où il y avait la foule, ils passèrent avec leur lourd fardeau derrière la maison, près de l'endroit où Noé opérait. Abraham demanda alors aux compagnons d'Anka d'aller s'asseoir dans un coin de la cour. Puis, il entra dans la salle de travail de Noé et lui fit un court compte-rendu de la situation. Noé sourit et libéra la patiente avec laquelle il venait de finir. Noé, grand et clair de teint, apparut ruisselant de sueur dans la cour. Il salua l'assistance et s'excusa d'arrêter la consultation des autres malades parce qu'il y avait une urgence. Abraham le précéda derrière la maison. Noé remua la tête, il sourit puis rit franchement. Il se tourna vers Abraham et lui dit qu'il avait vu l'arrivée d'Anka dans ce village en songe. Noé alla jusqu'à Anka et le toucha, tâtant au passage certaines parties du corps du malade. Il appela Joseph et l'oncle Ankadje. Il le suivit dans la salle où il se livrait au travail de divination. Ankadje, drapé dans son grand panier sa dignité de chef de famille, tremblait intérieurement de peur qu'on ne lui annonçât qu'on ne pouvait plus rien pour Anka. Noé rit encore et se tournant vers Joseph, lui demanda « Que voulez-vous à cet enfant, vous les gens de sa famille ?» Joseph ne répondit pas, mais baissa la tête. Répétant la question, Noé se tourna aussi vers Ankadje. Celui-ci eut la même réaction que Joseph. Le guérisseur posa une autre question qui les prit au dépourvu. Il demanda pourquoi les vrais responsables de l'affaire n'étaient pas venus. Le guérisseur se décida enfin à discuter avec son adjoint. Ce dernier appela l'un des aides et lui ordonna d'aller chercher certaines plantes dans la brousse juste derrière la cour. Sitôt dit, sitôt fait, Noé cita une liste d'objets à acheter et libéra Joseph qui devait s'en charger. Il s'en fut rejoindre et rassurer Becker et sa bru. Puis, il partit avec le chauffeur sur Abidjan pour les achats. Noé sortit de nouveau, Abraham et Ankadje sur les talons. Il retira de la poche de son short un petit miroir et jeta de la poudre sur Anka. Il promena alors le petit miroir sur le corps étendu. L'adjoint apporta une calebasse pleine d'eau et de feuilles grossièrement hachées. Noé prononça des incantations puis plongea la main dans la mixture végétale. Il en aspergea la chute des reins du malade, maintenu en position assise, et y mit ses doigts.
Noé remuait les doigts comme s'il essayait d'atteindre un objet profondément enfui dans le corps de son patient. Il en retira une petite serrure de sécurité. Il replongea sa main dans l'eau et aspergea encore un cas et reprit l'exploration sous-cutanée. Une petite clé apparut bientôt. Il jeta sa trouvaille dans une autre calebasse à côté. Il recommença à plusieurs fois le même geste sur différentes parties du corps d'Anka et à chaque fois ramena un morceau de plomb ou autre chose du même genre. La sueur coulait sur le front et le torse nu de Noé qui continuait à dire des paroles incompréhensibles pour le profane. Il termina sa prêche miraculeuse par l'arcade sourcilière gauche d'Anka, d'où il retira une bestiole, disons un insecte encore vivant et rouge de sang. Noé se releva et dit que c'était terminé à présent. Un des aides vint annoncer l'arrivée de Joseph. Noé le fit mander. Il vérifia que tout ce qu'il avait commandé avait bien été acheté. L'oncle Akadje fit savoir à Noé qu'il désirait résider dans la cour même du guérisseur, comme si cela était nécessaire. Noé lui répondit qu'il n'y avait aucun problème, mais qu'il leur faudrait payer leurs frais de séjour. On discuta rapidement de ces questions bassement matérielles, puis Abraham alla chercher Becker. Elle arriva effrayée. Noé la rassura et lui expliqua ce qu'il fallait faire des feuilles et écorces qu'on lui remettrait pour un cas. Il ajouta qu'il valait mieux commencer le traitement dans l'immédiat. Abraham, à la demande de Noé, conduisit les femmes dans la cour où elles devaient être hébergées. La maîtresse de maison les reçut bien. Elle leur remit la clé de la petite maison crépie au ciment, sans peinture, où elle fit apporter les bagages des voyageurs. La maison qui se trouvait dans un coin à quelques pas de la cour de Noé comportait 2 pièces. Les hommes emballaient un cas dans un grand pagne et le portaient jusque dans la chambre à coucher. Joseph rentra aussitôt à Abidjan. Becker alluma 2 feux dans la couette. Elle amena sous un manguier bien ombrageux la pierre à écraser et les remèdes et s'installa. Son qu'on le lui demanda, Jacques se leva à son tour et fit sortir quelques vivres et une des marmites ramenées par Joseph. Elle essuya furtivement une lame. Sa belle-mère ne lui accorda même pas un regard. À ce moment-là, Nkadje fit savoir qu'il se rendait au bord de la lagune pour acheter du poisson frais. Chemin faisant, il ressassait ce que lui avaient dit Noé et Abraham. La maladie d'Anka n'était pas mortelle dans l'immédiat. Devant les yeux écarquillés de l'oncle Nkadje et de Joseph, les guérisseurs avaient précisé que si Anka abandonnait son projet de construction, il guérirait pour de bon. Sinon, sa maladie se répéterait jusqu'à ce qu'il en meure. Nkadje était quand même soulagé de n'avoir pas à ramener un cadavre au village. Il parlerait à Anka dès que celui-ci retrouverait sa lucidité. Mettre sa vie en péril pour une maison, c'était quand même exagéré. Bien sûr, cela coûte cher, extrêmement cher de faire construire une maison en dur, mais ne pouvait-on pas en construire plusieurs? Obéir aux coutumes, faire construire une maison pour ses oncles avant d'ériger sa propre maison, voilà ce que devrait faire Anka. Mais avec ses enfants d'aujourd'hui, il ne faut guère se faire d'illusions, c'est ce qu'ils veulent qu'ils font et rien d'autre. Le fils de Becker ne pouvait qu'être indocile. Ah, celle-là. Quel ennui ne leur a-t-elle pas créé? Enfin, à présent que son fils était revenu, elle allait les laisser un peu tranquilles. Pendant ce temps, Becker contemplait son fils. Cette masse informe qui, de temps à autre, laissait échapper un râle était-ce réellement son Anka? Il ne mourrait pas. Dieu ne peut pas laisser faire. Pourquoi lui avait-il donné une bouche? Eh bien, pour qu'elle pût manger. Mais s'il laissait tuer son fils, qui donnerait donc à manger à la pauvre femme qu'elle était? Pourtant, Becker avait peur. Elle savait qu'ils étaient impitoyables. Comment l'Éternel pouvait-il laisser le mal triompher aussi souvent? Il y avait Jacques enceinte de plusieurs mois. Dieu allait-il laisser faire? Un des aides de Noé qui arrivait la ramena à la réalité. Il venait l'aider à administrer à Anka ses médicaments. Le jeune homme versa du din dans un petit verre et y fit tomber un morceau du médicament destiné à être avalé. Il remua bien le mélange et fit asseoir Becker de façon à avoir la tête du malade sur ses genoux. Il fit boire à Anka le contenu du verre après lui avoir écarté les dents à l'aide d'une fourchette. Jacques apporta un seau d'eau dont l'apprenti arrosa copieusement Anka. Puis, il le suya et se fit apporter les racines qu'on avait écrasées pour lui en enduire le corps. Quand tout fut fait, il se retira. L'oncle Nkadje revint du bord de l'eau avec quelques poissons que Jacques s'empressa de lui prendre des mains.
Il présenta à Becker des excuses parce qu'il n'était pas rentré à temps pour aider à soigner Anka. Becker ne dit rien. D'ailleurs, le pouce de Noé venait d'entrer chez eux avec un plateau. La jeune femme salua et déposa sa charge. Elle dit qu'elle avait apporté à manger pour ce soir parce qu'elle savait Becker et Jack trop fatigués pour se mettre à la cuisine aujourd'hui. Les hôtes de Noé se confondirent en remerciements et précisaient que le repas du soir était presque prêt. Becker ne tenait pas à passer pour une paresseuse. Esther, la femme de Noé, fit un brin de causette avec ses hôtes, puis s'en alla en leur souhaitant une bonne nuit. Becker se rapprocha du feu et fit signe à Jacket d'apporter les assiettes et les cuillères. Elle s'exécuta promptement. Becker suivit, servit son oncle attablé dans un coin de la cour, puis lui fit porter son repas par Jacket. Tandis qu'Ankadje mangeait, Becker servit aussi sa bru et, prétextant qu'elle n'avait pas faim, se mit à nettoyer le poisson qu'avait rapporté son oncle. Jacket n'avait pas faim. Elle n'osait pas le dire à sa belle-mère qui n'aurait pas manqué de l'accuser de vouloir attenter à la vie du bébé. Jacket pensait à ses parents et au désarroi qui serait le leur si Anka ne survivait pas à son mal. Elle se forçait de rester calme et n'envisageait pas facilement l'avenir sans Anka. Elle s'était attachée à lui, le parfait inconnu d'hier, l'intellectuel. Lorsque Jacket s'éloigna avec les assiettes sales, l'oncle Ankadje fut tenté de parler avec Becker de ce qu'il lui avait confié Noé le guérisseur. Cependant, il craignait de choquer Becker. Il se contenta de lui dire que Noé lui avait affirmé que leur fils et petit-neveu ne mourraient pas de cette maladie. Becker lui avoua d'un ton presque triomphant qu'elle le savait déjà. La maison que faisait construire Anka ne pouvait causer sa mort. Nul ici-bas n'avait le droit de disposer de la vie d'autrui. Elle en était convaincue. Une telle assurance de la part de Becker parut bien suspecte à Ankadje. Becker était en effet atteint de catastrophite aiguë. Prendre avec philosophie la maladie qui s'était abattue sur son fils, c'était louche. En dépit de ses efforts, Jacket ne put dissimuler davantage son désespoir et éclata en sanglots. Jacket, dit aussitôt Becker à la jeune femme. Woya, Jacket, woya. Qu'as-tu à pleurer, Jacket? Renchérit Ankadje. Ton mari est encore en vie et tu pleures? Jacket ravala ses pleurs et revint s'asseoir près de sa belle-mère. Celle-ci la gronda doucement et lui demanda de prendre courage. Jacket fit oui de la tête et se leva. Coco, fit quelqu'un en entrant dans la cour. Entrez, répondit Becker qui sourit en reconnaissant Noé. Il paraissait beaucoup moins impressionnant ce soir. En effet, ses yeux dans leur état normal étaient moins rouges. Drapé dans un pagne, il venait jeter un coup d'œil sur ses hôtes, en particulier sur son malade. En compagnie d'Ankadje, il se rendit au chevet d'Anka. Il rassura Ankadje dès demain, l'enflux diminuerait. En sortant de la chambre, Noé dit à Becker et à Jacket qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter outre mesure. Anka guérirait, lentement mais sûrement. Les deux femmes remerciaient le guérisseur. Becker prit congé de Noé à l'entrée de la cour, tandis qu'Ankadje le raccompagna jusqu'à la porte de sa maison. Ankadje revint fort tardivement. Becker et lui se rencontrèrent dans la chambre où Anka gisait toujours inconscient. Il constatait un léger mieux quant à la respiration du malade. Elle était moins sifflante qu'au début. En ressortant, il vit Jacket endormi sur une natte dans un coin de la deuxième pièce. De l'autre côté, Jacket avait préparé la couchette d'Ankadje puisque Becker dormirait au pied du lit où se trouvait Anka. Ankadje sourit et sortit de la maison suivie de Becker. Celle-ci avait pris une petite natte. Elle la déplia au milieu de la cour. Un clair de lune splendide baignait le village. Ankadje et sa nièce assirent l'un près de l'autre. Le vieil homme sortit sa pipe de l'une des poches de son pantalon et chercha dans l'autre son tabac et ses allumettes. Comme il ne les trouvait pas, il se leva et alla retirer du feu qui mourait sous la cendre une braise rougeoyante et la fit prestement glisser dans la pipe. Il revint trouver sa nièce. Ankadje tira quelques bouffées et émit un petit cri de plaisir. Il se racla la gorge et dit « Becker, mon enfant, la guérison complète et définitive de notre fils se trouve entre ses mains. » « Comment » s'écria Becker entre ses mains.
Oui, ma fille, entre ses mains. S'il guérit et ne reprend pas la construction de la maison, nous n'entendrons jamais plus parler de cette étrange maladie. Abraham et Noé l'ont affirmé. Il faut que tu parles à Anka. Becker remuait la tête tandis que des larmes s'échappaient de ses yeux fatigués. Oh, pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit mon seul enfant? Ainsi, moi, Becker, je ne connaîtrai jamais la joie de dormir au village dans une belle et vraie maison. Mon mari n'a pu réaliser pour moi ce rêve, tué dans son élan par les siens. Aujourd'hui, c'est mon fils qui est en danger pour presque les mêmes raisons. Si au moins il prenait en considération ce que je dis à propos de cette maison, ce serait bien, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je suis également très ennuyée car je sens d'ores et déjà que ton fils demeurera inflexible devant tous nos arguments. Il est terriblement courageux, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si un cas croit réellement en l'existence de ces sorciers, mais je n'en ai pas l'impression, mon père. Ma fille, c'est un défi qu'Anka lance à ces gens. Je crois qu'il ne réalise pas vraiment qu'il s'attaque à un morceau plus gros que lui-même. Ne pleure pas, Becker, Anka nous écoutera. Tu as raison, mon père. Il ne faut pas s'en faire. Je ne sais vraiment pas pourquoi je pleure. C'est comme cela qu'on attire le malheur sur sa propre maison. Ce qui me fait le plus de peine, c'est la situation dans laquelle se trouve Jackie, la pauvre enfant, dit Nkadji. Et moi donc, imagine un peu ma honte devant ce veuvage prématuré. J'essaie d'être dure avec Jackie pour qu'elle ne se laisse pas aller. Vas-y doucement, ma fille. Il faut entourer Jackie de tendresse. Anka et elle vivaient comme des blancs. Regarde comme elle s'est épanouie depuis son mariage. C'est bien vrai. Nous ne pouvions faire meilleur choix pour notre enfant. Jackie est une fille très attachante. Anka, toujours inanimée, n'avait pas désenflé d'un pouce. Dans la pièce d'à côté, Jackie ne dormait que d'un œil. Elle voulait tellement se mettre au pied du lit d'Anka, mais sa belle-mère avait refusé. Qui pouvait Jackie? Elle devait respect et obéissance à ses beaux-parents. La jeune femme sentait bouger en elle l'enfant. Elle avait la conviction que ce serait une fille. Anka en serait très heureux. Il en parlait souvent alors qu'elle ne portait qu'une grossesse de 5 mois. Elle pensait à leur petite vie tranquille, sans trop savoir pourquoi sa pensée allait vers Rebecca. C'était son petit secret. Elle avait la bizarre impression que cette fille n'avait pas dit son dernier mot. Peut-être Anka pensait-il aussi à Rebecca. Que faisaient ses parents au village à cette heure-ci? Se demanda encore Jackie. Fort tard dans la nuit, l'oncle Nkadji et Becker regagnèrent leurs couchettes respectives. Jackie, brisée par l'émotion, s'était profondément endormie à présent. Elle ne vit pas passer Becker qui s'était pourtant arrêté auprès d'elle pendant plus de 2 minutes. Une veuve parturiente sur les bras, voilà ce à quoi Becker ne pouvait s'empêcher de penser. Elle avait peur, très peur pour Jackie et l'enfant. Parfois, Becker se disait qu'elle n'aurait pas dû marier Jackie à Anka et Anka. La mère d'Anka souleva la lampe tempête et regarda le visage de son fils. Il semblait être réellement en train de désenfler comme l'avait prédit Noé. Becker déposa la lampe et s'agenouilla pour une longue prière. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 7. Qu'avez-vous pensé de cette partie? Anka, dont le guérisseur avait dit qu'il guérirait si jamais il abandonnait son projet de construction, il ne mourra pas. Mais s'il persiste et continue, cette maladie reviendra et cette fois-ci, ce sera la mort pour lui. Sur ce, je vous dis bye!